13 février, ça fera 1 an. Une nouvelle vie, un renouveau. Par exemple, moi, je suis impulsif de base. Mais du coup, vu que j'ai arrêté, maintenant, je suis redevenu impulsif, mais à une échelle plus réduite, quoi. En fait, mon père, une fois, m'a trouvé dans les chiottes avec la seringue dans le bras. Et du coup, ça m'a un peu fait réagir. Et j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête. Bah, à l'hôpital de jour, l'équipe soignante, franchement, rien à dire. On m'a montré à l'hôpital Paul Brousse. Et à partir de là, ça s'est arrangé. Que mes parents m'ont vachement aidé. Ils ont... Bon, c'était difficile, hein, mais ils ont su m'écouter sans être trop dans le jugement. Moi, quand j'ai repris le travail au mois d'août, bah, j'ai pas eu de complications, quoi, parce que toute l'année, j'ai gardé un rythme comme si je travaillais tous les jours. Je pense que ça aurait été bien qu'ils le sachent plus tôt. Parce que l'aide, j'en avais besoin plus tôt. À l'HDJ, tu vois des jeunes de ton âge, enfin à peu près de ton âge, qui ont des problèmes avec la drogue, mais ça s'arrête là, quoi. C'est pas... Tandis qu'en cure, tu vois des gens qui ont 50, 60 ans, qui sont vraiment marqués. Ça te fait réfléchir, en fait. Bah, tu te dis, ouais, j'ai pas envie de finir comme ça, quoi, c'est sûr. J'étais avec un fumeur de joint. Il avait, je sais plus quel âge. Il m'a expliqué plein de trucs et de ça. Et... À dire, c'est bien, tu vois, tu t'y prends tôt, parce que moi, ça fait 40 ans que je suis là-dedans, et voilà, je m'en sors pas. Et le docteur Lafaille m'a parlé de l'HDJ, qui allait ouvrir, justement. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé à me remettre sur pied. Donc le fait de retourner chez moi, dans un univers où j'avais passé les 10 dernières années à me tuer le cerveau. Ouais. Et je sais que ça vaut pas le coup de replonger, quoi. À consommer juste à une soirée et me dire, tiens, demain j'arrête. Je pense que c'est une addiction. Après, il y a peut-être des drogues qui sont... genre le cannabis, c'est un peu plus doux. L'addiction se fait peut-être un peu plus lentement, mais c'est une addiction. Alors... Enfin, je pensais que ça allait être moins évident que ça, en fait. J'ai envie de faire passer un message, c'est que de pas toucher à ça. Ça peut être sympa, la drogue, mais que ça reste festif. Et en fait, les gens qui pensent qu'ils gèrent, c'est trop tard déjà. Faut qu'ils se fassent aider. Alors, est-ce que ce genre de témoignage vous fait réagir? Est-ce que pour vous, c'est un bon message de prévention d'écouter ce parcours des jeunes? Enfin, pour moi, c'est vrai qu'à chaque fois où il y a eu des témoignages ou des sensibilisations, c'était souvent par des témoignages, je veux dire. Et c'est vrai que ça devient ballot, trop habitué en fait. Par les témoignages, ça nous frappe plus comme ça frappait il y a 20 ans, par exemple. Moi, j'ai cette impression-là. Après, je sais pas si... Moi, je pense que les témoignages, le problème des témoignages, c'est qu'ils sont pas assez hard, entre guillemets. On ne demande pas à avoir du hard, mais aujourd'hui, ce qui marque, c'est le hard. Et en fait, il faut juste prendre un paquet de cigarettes. Aujourd'hui, dans le paquet de cigarettes, on voit des images qui sont quand même assez hard, et c'est pas pour autant que les gens arrêtent. Donc, je pense que il faut trouver une nouvelle manière de passer le message pour que la jeunesse ait envie d'arrêter et voit le message passer. Quoi, par exemple, si toi, tu devais j'ai pas d'idée, sinon je vous aurais bien donné une idée, mais malheureusement... En tout cas, tu sais ce qu'il faut pas faire. Ouais, parce que ça, en fait, je veux pas dire c'est bien beau de faire passer ce message-là. Très bien. C'est très bien de le faire passer. On voit qu'il y a personne qui est heureux de tomber dans ce genre de drogue, etc. C'est un cercle vicieux, comme on a pu le dire depuis le début, mais ça marque plus. Ok. Est-ce que vous vouliez... Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est, comme elle disait, le hard, moi, je pense que ce serait de les confronter à la réalité. À un moment, dans le reportage, il y a un des jeunes qui disait que quand il est parti en désintox, il s'est retrouvé face à des toxicos de 50 ans. Et c'est là que, en fait, la réalité, il s'est rendu compte que si je continue, à 50 ans, le monsieur lui disait que moi, ça fait 40 ans que je suis accro. Là, sa réalité, ça l'a confronté. C'est là qu'il s'est dit faut qu'il arrête. Et je pense que c'est ça qu'on devrait faire, de leur montrer que si on continue comme ça, pas à la parole, mais plus avec les images, plus avec des rencontres, je pense que... Comment vous y prenez justement pour faire passer ces messages de prévention? Alors justement, en fait, on a complètement évacué la peur des méthodes de prévention parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans la littérature que ça n'avait pas d'impact.
C'est-à-dire qu'on peut utiliser des paquets pour faire peur, on peut montrer à des jeunes des accidents de voiture très trash, aller à l'hôpital, montrer des corps qui sont en train de se décomposer. Ça va choquer les gens, ils vont s'en souvenir, mais c'est pas ça qui va les déterminer le choix à consommer ou à pas consommer, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, malgré tout ce que vous savez, eh ben vous avez quand même envie de transgresser, vous avez quand même envie d'expérimenter. Enfin, je dis vous, les jeunes, ils ont envie de ça. Et du coup, la peur va pas fonctionner, en tout cas en prévention. On sait que ça fonctionne pas. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Nous, on va essayer de les amener à réfléchir sur les raisons qui les motivent à consommer, sur les facteurs qui les influencent à consommer, comment est-ce qu'ils peuvent s'affirmer. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est beaucoup plus payant après à long terme. Mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux parents, en fait, dans la façon de parler avec ces jeunes adolescents? Est-ce qu'il y a... Comment on s'y prend, en fait? Alors, c'est une question que les parents ils voudraient une solution miracle pour tous les enfants. C'est pas possible, ça dépend du fonctionnement familial, de la culture des parents, justement, par rapport aux produits, aux expérimentations qu'ils ont eues. Après, très clairement, il faut qu'ils puissent poser des limites. Et moi, je résume souvent par deux mots: comprendre, mais pas forcément accepter. Je comprends qu'il y ait des consommations à l'adolescence. Je comprends qu'on a envie de rechercher du plaisir, parce que peut-être je l'ai fait aussi, mais je n'accepte pas parce que, premièrement, tu n'as pas le même âge, tu n'es pas dans la même situation que moi ou que d'autres personnes, et je n'accepte pas en tant que parent que tu te mettes en danger. Voilà. Après, je suis là quand même pour en parler. Mais quand un parent est confronté à son adolescent qui revient sous d'une fête ou qui a fumé, comment il doit réagir? Alors, comment il doit réagir? Je dirais, comment il ne doit pas réagir, c'est-à-dire s'il l'interpelle tout de suite pour lui demander des explications sur l'état d'ébriété dans lequel il est, c'est mort. Puisque, en gros, comme il est dans un état d'ébriété ou sous l'emprise du cannabis, on va dire, il ne va pas être en capacité de parler avec ses parents, ou au contraire, ça risque de créer un conflit. Par contre, de ne pas faire ceux qui n'ont pas vu. C'est-à-dire que s'ils ont vu qu'il était rentré clairement en état d'ébriété ou qu'il avait fumé, on attend, et le lendemain, on dit, voilà, hier soir, je t'ai vu rentrer dans un état, est-ce qu'on peut en parler? Voilà. Je me pose des questions, parce que, justement, je suis ton père, je suis ta mère, on vit sous le même toit, en fait. Oui, parce qu'il y a quand même des discours qu'ils n'entendent pas. Enfin, il y a dès qu'ils se sentent jugés, le dialogue est rompu. Il est rompu. En plus, les parents représentent l'autorité et la loi. Oui, donc comment faire pour favoriser justement ce dialogue par rapport à ça? En évitant la confrontation stérile, comme vient de le dire Zéphyr, en évitant le clash, vulgairement. La pire des choses, c'est la rupture de dialogue. Ou alors, ça a été très bien dit par Zéphyr il y a un moment, là, c'est que les parents, par faiblesse, par lâcheté ou par peur de confrontation, font comme si qu'il ne se passait rien du tout. C'est la pire des choses, parce que ça aura pour un effet pervers de majorer la consommation, majorer les conduites pour que l'adolescent existe dans le regard des parents et les parents ne voient pas. Aucun parent n'accepte vraiment la consommation, même s'ils sont de culture très ouverte. Parce qu'il y a un rapport charnel à l'enfant qui fait qu'on a peur pour lui. Ensuite, c'est le problème de la rupture est à l'origine de la rupture. C'est-à-dire, on n'en parle pas, on n'a rien vu. Donc, c'est la pire des choses. Et les parents ont le droit de dire, écoute, tu es chez moi, c'est interdit, j'ai besoin qu'on en parle, voilà. Et ça, c'est important. Et comment les parents peuvent se rendre compte que l'enfant, enfin le jeune adolescent, tombe dans l'addiction? Est-ce qu'il y a des signes qui alertent? Bien sûr. Après, c'est déjà, pour les parents, connaître les produits. Donc, malheureusement pour eux, des fois, c'est s'intéresser à ce que consomment les jeunes pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les effets. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, en faisant des informations auprès des parents. Et ensuite, les signes, ils sont assez simples. C'est une baisse dans le travail, dans les résultats scolaires. C'est des problèmes de concentration, des problèmes de fatigue la journée. Il va y avoir des problèmes relationnels, c'est-à-dire des conflits qui vont naître de ça, de là, entre les amis ou entre les parents, sans que les parents arrivent trop à comprendre pourquoi. C'est l'arrêt d'une activité qu'on faisait, qu'on avait plaisir à faire, et puis tout d'un coup, en fait, on délaisse cette activité. Alors, les parents ne sont pas forcément au courant et on va toujours trouver un prétexte quand on est ado. Il y a 1000 prétextes pour dire qu'on arrête. Mais ce que je veux dire pour les parents, c'est repérer le faisceau d'indices. C'est-à-dire, ah, il vient d'arrêter ça,
il a des difficultés à se réveiller le matin. À l'école, on m'a dit qu'il avait raté des cours. Là, vous avez un faisceau d'indices qui fait que ça ne veut pas dire qu'il va mal, ça veut dire qu'il faut se poser la question. Il a qu'est-ce changé. qui se passe? Voilà. Il a changé. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous avez envie de dire? Oui, je pense qu'il faut quand même finir avec une note différente de ce qu'on aurait pu montrer. C'est que l'expérimentation et la transgression sont inhérentes à l'adolescence et à la jeunesse. Et s'il n'y a pas de transgression et d'expérimentation, il faut se poser la question lorsqu'on est adolescent. Est-ce que ce qu'on vous a dit ce soir, est-ce que ça vous parle? Et est-ce que ça vous a permis d'avancer sur ce sujet? Oui, ça nous parle beaucoup et c'est très formateur pour l'avenir. Et on a maintenant des nouveaux conseils à donner aux gens qu'on va voir. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt pour un nouveau numéro. Merci à vous, professeur. Merci Zéphine. Merci beaucoup. À bientôt. Ça y est, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver cette émission en partie ou dans son intégralité sur le site internet d'OSTV et aussi toutes les adresses utiles. À bientôt. Bye bye. We'll be right back.